Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez délicat. Comment parler de ses propres faiblesses, surtout dans des moments clés comme un entretien d'embauche. On s'appuie pour ça sur un document de formation. Comment parler de ses faiblesses sans se tirer une balle dans le pied. Alors la vraie question qui se pose, c'est est-ce que cette approche très stratégique, très pensée, qu'on nous propose, bien choisir ses faiblesses, montrer qu'on agit, équilibrer son discours, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire, la plus saine? Ou est-ce qu'à trop vouloir contrôler, on finit par sonner faux, par paraître un peu calculateur et au final par manquer d'authenticité? De mon côté, je vais défendre l'idée que cette approche stratégique, c'est pas juste une façade, c'est une compétence pragmatique, même essentielle, pour gérer ces discussions, tout en montrant sa maturité et sa capacité à progresser. Et moi donc, je vais plutôt questionner cette approche. C'est vrai qu'elle a l'air efficace en surface pour se sortir d'une situation qui peut être gênante, mais je me demande si elle ne risque pas, au fond, de fragiliser l'authenticité et même la confiance. Ce sont quand même des éléments clés dans une relation professionnelle, non? J'ai peur qu'à trop jouer la stratégie, on finisse par nuire à une communication vraiment sincère et que l'échange devienne un peu un exercice de style attendu. D'accord, très bien. Alors allons-y. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi cette stratégie me semble non seulement justifiée, mais aussi positive. Le document source, il nous donne des outils assez clairs. Premier point, choisir des faiblesses pertinentes. Il ne s'agit pas de sortir n'importe quoi, mais une faiblesse qui est réelle, oui, mais qui ne vous disqualifie pas d'office pour le poste visé. C'est déjà une preuve de jugement, de compréhension. Deuxièmement, on met l'accent sur la prise de conscience. Rien que le fait d'avoir identifié une zone d'amélioration, de pouvoir la nommer, ça montre une capacité d'auto-analyse. C'est déjà une force. Mais le cœur de la méthode, pour moi, c'est vraiment la démonstration de la proactivité. Ça suffit pas de dire ah bah je suis désorganisé parfois, non. Il faut expliquer j'ai pris conscience de ça et voilà ce que je fais pour y remédier. J'utilise tel outil, j'ai suivi telle formation, j'applique cette méthode. Donner des exemples concrets, parler des actions, c'est ça le plus important. Et si on peut en plus montrer des résultats, même petits ou des retours positifs, l'impact est plus fort. On passe d'une posture un peu passive à une posture active, orientée solution. Le document suggère aussi d'équilibrer, de lier la faiblesse à une force, le fameux exemple de la procrastination qui devient de l'efficacité sous pression, ou juste montrer qu'elle n'est pas envahissante. Et enfin, le ton, la reformulation. J'apprends à mieux déléguer plutôt que j'ai du mal à faire confiance, ça aide à projeter une image de résilience, de professionnalisme. Pour moi, cette méthode structurée, ce n'est pas de la manipulation. C'est une façon de transformer une vulnérabilité en preuve de conscience de soi, de volonté de progresser et de capacité à gérer ses propres défis. La préparation dont parle le document, c'est pas pour réciter un texte, c'est pour être clair, concis, même sous pression. C'est une compétence. Mmh. J'entends bien, oui, et la logique pragmatique derrière tout ça. Surtout dans le contexte d'un entretien, c'est vrai, c'est très codifié, parfois stressant, et on veut se montrer sous son meilleur jour, c'est normal. La pression est là. Mais je dois dire que j'ai quand même une grosse réserve sur cette insistance presque obsessionnelle sur la stratégie, le contrôle de l'image, ce processus très cadré, choisir la bonne faiblesse, celle qui est acceptable, la reformuler toujours positivement, l'équilibrer presque forcément avec une force pour la, comment dire, la neutraliser. Tout ça me semble créer un cadre tellement rigide que ça risque d'étouffer l'authenticité. N'est-ce pas un peu paradoxal que le document mette en garde contre les faiblesses fabriquées, alors que toutes les techniques proposées, si on les applique un peu mécaniquement, pourraient justement y conduire? On risque de présenter une version de soi tellement lissée, tellement optimisée, qu'elle en devient presque désincarné. Est-ce que c'est vraiment ça qu'un recruteur cherche au fond? Ma question principale, c'est est-ce qu'à force de se concentrer sur la présentation, les actions correctives, le ton positif, le discours répété, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? C'est-à-dire une discussion peut-être plus honnête, plus nuancée sur la faiblesse elle-même, ses racines, son impact réel et la réflexion, parfois difficile, qu'elle engendre. En voulant à tout prix éviter de se tirer une balle dans le pied, est-ce qu'on ne finit pas par présenter une armure sans défaut apparent qui empêche une vraie connexion? Je vois là une tension très forte entre l'appel à l'honnêteté que le document cite et la nature
Bah oui, très calculé de la méthode. Où est-ce qu'on met le curseur entre une présentation constructive et une communication défensive, voire une mise en scène? C'est une perspective intéressante, oui, mais je la nuancerai quand même fortement. Je ne crois pas qu'il y ait une opposition si fondamentale entre stratégie et authenticité, en tout cas dans ce contexte précis. L'authenticité professionnelle, ça ne veut pas dire déballer sans filtre toutes ses difficultés. C'est plutôt présenter une image fidèle de son soi professionnel, et ça inclut la capacité à voir ses points faibles et à y travailler. Le document insiste sur la sincérité. La faiblesse doit être réelle, les actions doivent être réelles. L'aspect stratégique, il est dans le choix de ce qu'on met en avant et dans la manière de le dire. C'est une compétence de communication essentielle dans le monde du travail, ce qu'on appelle parfois la gestion des impressions. Il s'agit de cadrer une info potentiellement négative de façon constructive. Reprenons l'exemple des outils de planification. Si une personne a vraiment mis ça en place et que ça l'aide, en parler, c'est à la fois stratégique, ça répond bien à la question, et authentique, ça décrit une réalité. Le but n'est pas de tromper, mais de montrer qu'on est lucide, responsable et qu'on s'engage dans son développement. Et d'ailleurs, le fait que le document dise qu'il faut être prêt à approfondir la discussion sur la faiblesse, c'est très révélateur. Ça montre bien que ce n'est pas juste une formule à réciter, mais qu'il faut pouvoir soutenir ce qu'on dit par une réflexion plus poussée si besoin. Ce n'est pas une façade vide, c'est une porte d'entrée vers une discussion plus approfondie, mais cadrée professionnellement. Je vous accorde que l'intention affichée, ce n'est pas la tromperie, d'accord? Mais la frontière me semble quand même très mince, et le risque de paraître peu sincère, voire manipulateur, il existe bel et bien. Imaginez l'effet si l'interlocuteur sent un décalage entre ce discours très maîtrisé et la réalité qu'il perçoit ou devine. Choisir uniquement des faiblesses sans risque, celles qui sont presque des forces déguisées, le fameux «je suis trop perfectionniste», le grand classique, ou les neutraliser systématiquement avec une reformulation positive, ça peut légitimement semer le doute. Est-ce de la transparence ou juste de l'habileté rhétorique? Revenons à votre exemple. Je suis en train d'apprendre à mieux structurer mes tâches. Ok, c'est habile, c'est tourné vers l'avenir. Mais est-ce que ça ne minimise pas l'impact concret qu'une désorganisation a pu avoir? Est-ce que ça ne masque pas la difficulté réelle de cet apprentissage? J'ai le sentiment que cette approche, si elle se généralise, pourrait vraiment appauvrir l'échange. On risque d'avoir des réponses standardisées, polies, qui cochent les cases, mais ne révèlent pas grand-chose sur la capacité réelle de la personne à affronter l'adversité ou à faire preuve d'une introspection critique et honnête. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance de la vulnérabilité, dans le leadership, dans le travail d'équipe. Est-ce que cette approche ultra contrôlée ne va pas justement à contre-courant? C'est là que nos interprétations divergent. Je ne vois pas ça comme étant à contre-courant, mais plutôt comme une adaptation nécessaire au code professionnel. Un entretien, ce n'est pas une thérapie de groupe, on est d'accord. On évalue des compétences, y compris celles de communiquer sur soi de manière appropriée au contexte. Quelqu'un qui s'épancherait longuement sur le négatif d'une faiblesse sans montrer clairement qu'il ou elle la prend en main pourrait être perçu non pas comme authentique, mais comme manquant de recul, de résilience ou de professionnalisme tout simplement. La reformulation positive dans cette optique, c'est pas un déni de la réalité. C'est un signal fort. J'ai conscience du problème et je me concentre sur la solution, sur le progrès. C'est une posture qui rassure et qui montre une certaine maturité professionnelle. Il s'agit de montrer qu'on sait gérer ses limites, pas qu'on est écrasé par elles. Admettons cette lecture du contexte. Mais ça nous amène à un autre point du document. Cette insistance sur la démonstration de la proactivité, les mesures prises, les résultats concrets, les retours positifs, et même le conseil de pratiquer son discours. Est-ce que tout ça ne risque pas de pousser vers une sorte de performance? L'objectif devient moins de partager une réflexion sincère que de convaincre l'autre qu'on a tout sous contrôle, qu'on suit le script parfait de l'amélioration. Un interlocuteur un peu aguerri, face à un discours trop lisse, trop préparé, ne pourrait-il pas justement douter de sa sincérité? La frontière entre une préparation utile pour structurer sa pensée et un discours qui sonne appris par cœur, ou trop beau pour être vrai, elle est mince. Est-ce qu'on ne risque pas l'effet inverse, c'est-à-dire de susciter la méfiance plutôt que la confiance? Je comprends cette crainte, oui, mais je pense qu'elle sous-estime la capacité d'un bon communicant à être à la fois préparé et authentique. La préparation, ce n'est pas la fabrication ou la récitation mécanique. Dans un contexte pro à enjeu,
Pouvoir articuler clairement, de façon concise, ses idées, même sur un sujet personnel comme une faiblesse, c'est une compétence très appréciée. Pensez à un dirigeant qui doit présenter des résultats difficiles. On attend de lui qu'il soit préparé, qu'il ait réfléchi à sa com, qu'il montre qu'il a un plan. Ce n'est pas vu comme un manque d'authenticité, mais comme du professionnalisme. La préparation pour parler de ses faiblesses, ça vise le même but. La clarté, la maîtrise sous pression, la preuve qu'on a réfléchi au sujet. Ce n'est pas de la performance théâtrale au sens négatif, mais de la performance professionnelle. Montrer qu'on sait gérer une situation délicate efficacement. Et encore une fois, la possibilité d'approfondir le sujet, si on nous le demande, c'est le garde-fou contre le discours vide. Si la substance est là, la préparation aide à la valoriser, elle ne la remplace pas. C'est une défense habile de la préparation, je reconnais. Revenons alors au point initial, peut-être le plus stratégique. Le choix de la bonne faiblesse, pertinente, mais pas disqualifiante. Vous justifiez ça par le pragmatisme, le jugement, difficile de le nier, hein, d'un point de vue purement individuel, tactique. Personne n'a envie de scier la branche sur laquelle il essaie de monter, c'est évident. Précisément. Ce serait même un manque de jugement de mettre en avant une faiblesse qui contredit directement les compétences clés du poste. Si vous postulez pour être pilote de ligne, parler d'une mauvaise gestion du stress en situation critique, ce n'est pas de la transparence, les deux, l'inconscience. Le document, il donne des outils pour réussir cet exercice spécifique dans ce contexte spécifique. Il aide à éviter l'autosabotage, comme le dit le titre. C'est du réalisme pur et simple. On parle de communication stratégique dans un cadre pro, pas d'une confession intime. J'admets volontiers le pragmatisme pour le candidat, oui. Mais élargissons un peu la perspective. Quelles sont les conséquences si cette stratégie devient la norme? Si tout le monde se met à présenter uniquement des faiblesses cosmétiques, périphériques ou déjà résolues et bien emballées, si l'exercice de parler de ses faiblesses devient un jeu convenu où chacun sort sa faiblesse acceptable et son plan d'action parfait, quelle est encore la valeur de cette question pour vraiment évaluer quelqu'un? Est-ce qu'on ne risque pas de passer complètement à côté des vrais défis de développement de la personne, de sa capacité à reconnaître et gérer des difficultés plus profondes, plus pertinentes peut-être pour le poste ou pour l'équipe? N'encourage-t-on pas de façon systémique une culture où c'est mal vu d'admettre des luttes réelles, où on préfère une façade de compétences parfaites? Ça pourrait non seulement rendre l'évaluation plus superficielle, mais aussi nuire à terme à une culture de feedback honnête et de développement authentique dans les organisations. On standardise les réponses au détriment de la richesse individuelle et de la possibilité d'une connexion plus profonde. Votre inquiétude sur une possible standardisation, une superficialisation de l'exercice, elle est légitime. Cela dit, je nuancerai en disant que la qualité de l'échange dépend aussi beaucoup de l'interlocuteur. Un bon recruteur, un bon manager, il saura aller au-delà de la première réponse, poser des questions de suivi, creuser un peu pour voir la profondeur de la réflexion, ce que le document encourage d'ailleurs, en disant d'être prêt à discuter. L'approche stratégique, ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon d'entamer la conversation sur un terrain constructif. Plutôt que de voir ça comme une culture du secret, je le vois comme l'apprentissage d'une communication professionnelle adaptée. Au final, je maintiens ma position. Le document propose une approche réfléchie, pragmatique, utile. Il offre un cadre pour aborder un sujet délicat de manière constructive et professionnelle. En s'appuyant sur une vraie prise de conscience et en montrant sa volonté d'agir, on transforme une contrainte un peu désagréable en occasion de montrer sa maturité, sa proactivité, son engagement envers son développement. Dans ce contexte, la communication réfléchie, ce n'est pas un manque d'authenticité, c'est une compétence. Voilà. Je conclus pour ma part en soulignant à nouveau cette tension fondamentale, ce quasi-paradoxe, entre le besoin ressenti d'une présentation stratégique très influencée par le contexte, la peur du jugement et le désir ou le besoin d'une authenticité qui permet de créer de vrais liens de confiance. Les conseils du document, oui, ils sont ancrés dans un certain réalisme professionnel. Ils peuvent aider à éviter des erreurs. Mais leur application demande à mon sens une vigilance constante, un équilibre très subtil pour ne pas tomber dans le calcul froid, la superficialité ou la présentation d'une version idéalisée de soi, qui finirait par sonner faux. La question reste ouverte, elle est complexe. Jusqu'où on peut polir son image sans trahir sa propre vérité et sans compromettre la qualité humaine de l'interaction? Il n'y a sans doute pas de réponse unique. On peut au moins s'accorder sur la complexité de l'exercice. Ça touche à la fois à l'image qu'on peut projeter et à notre rapport personnel à la vulnérabilité, à l'imperfection. C'est un miroir de la façon dont on navigue entre les attentes sociales et notre propre intégrité. Absolument. Et c'est cette complexité même qui rend la réflexion si nécessaire. Chaque personne dans cette situation devra trouver sa propre voie,
peut-être en s'inspirant de certains conseils stratégiques, mais sans jamais perdre de vue l'importance d'une certaine forme de sincérité. Le document dont on a parlé, par les questions qu'il soulève, offre une matière riche pour cette réflexion personnelle. C'est sur cette invitation à la réflexion que nous allons clore notre échange aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur l'échange.